Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du TD2 qui porte sur les amortissements et plus particulièrement pour la correction de l'exercice 1 qui est un exercice qui porte sur les bases du calcul des amortissements. Donc on va commencer justement en parlant de base par déterminer la base amortissable de différentes immobilisations, ce qui du coup doit vous inviter à revoir cette notion de base amortissable. Comment est-ce qu'on calcule une base amortissable? Donc allez voir dans votre cours. La base amortissable en fait c'est la base de calcul des amortissements. C'est le montant que l'on va répartir sur la durée d'utilisation de l'immobilisation. Donc cette base, si vous allez voir dans votre cours, vous voyez qu'elle correspond à la différence entre le coût d'acquisition de l'immobilisation, qui est en fait la valeur d'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine, si l'immobilisation est acquise à titre onéreux, puisque sinon ça peut être le coût de production éventuellement, moins la valeur résiduelle qui est la valeur de cession, donc une valeur nette de frais de cession que l'entreprise obtiendrait de la vente sur le marché de l'immobilisation à la fin de la durée d'utilisation. Alors on va regarder dans le contexte pour voir s'il y a les informations qui nous sont utiles. Donc en l'occurrence le coût d'acquisition de cette immobilisation. Alors déjà c'est quoi un coût d'acquisition? Vous vous rappelez? Le coût d'acquisition c'est ce qu'on met dans le compte de la classe 2 lorsqu'on enregistre l'achat de l'immobilisation dans le patrimoine. Donc c'est ce qui rentre dans l'immobilisation ou de votre côté puisque je suis inversé par rapport à la caméra, c'est ce qui va être débité dans le compte de la classe 2. Si vous vous rappelez bien de votre cours, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat net de réduction commerciale et financière. Donc on prend le net financier de l'immobilisation, auquel on ajoute les coûts directement attribuables. Ce sont les frais que l'entreprise engage pour mettre l'actif en état de fonctionnement. Frais d'installation, frais de montage, frais de transport. On peut éventuellement y rattacher également des frais à caractère juridique, mais ça c'est sur option. Donc là on va considérer qu'il n'y a pas ce type de frais et que ce n'est pas activé. Donc dans le cas présent, le coût d'acquisition de votre immobilisation est de prix d'achat, on a 3000. On a des frais de livraison qui sont des coûts directement attribuables, 100 €, donc ça se met dans le compte de la classe 2. On a donc un coût d'acquisition de 3100 € et donc pas d'information sur la valeur résiduelle. On a ici un cas qui est assez simple. Si tant est que j'arrive à surligner ma réponse. On continue avec une immobilisation un petit peu plus compliquée, un matériel industriel dont le prix d'achat est de 32 000 € hors taxe. Il y a une remise de 3% sur le prix d'achat, des frais d'installation de 500 € hors taxe et un escompte de 2% sur l'ensemble. La valeur de revente à l'issue des 4 ans d'utilisation est estimée à 8 000 € hors taxe. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à calculer le coût d'acquisition de votre immobilisation. C'est toujours pareil, la première ligne, ça va toujours être la justification qui correspond au cours. Donc on va écrire à chaque fois coût d'acquisition hors taxe moins valeur résiduelle. Et ce coût d'acquisition, eh bien, si vous avez besoin, vous allez poser vos calculs comme si c'était une facture. Donc première ligne, on va écrire prix d'achat 32 000 €. Deuxième ligne, vous allez calculer votre remise. Ou pour les plus rapides, vous calculez directement votre net commercial. Le net commercial, ça correspondra du coup à 97% du prix d'achat. À cela, vous allez rajouter les frais d'installation de 500 € et vous allez ensuite enlever l'escompte de 2% sur l'ensemble, puisqu'on vous précise que tous les éléments ont droit à l'escompte. Donc ça va vous donner votre coût d'acquisition. Quant à la valeur résiduelle, on vous dit qu'elle est estimée ici à 8 000 € hors taxe, donc vous allez simplement faire votre soustraction. Alors, je ne vais pas prendre trop le temps de faire les calculs qui sont liés à la facture, puisque ça ce sont des notions du semestre 1, donc si vous n'arrivez pas à retrouver mon coût d'acquisition, évidemment, il faut bien reposer vos calculs et vous devriez trouver au total donc un coût d'acquisition normalement de 30 909,20 et puis quand vous enlevez votre valeur résiduelle, 8 000 €. Vous allez me dire, mais pourquoi madame, vous avez multiplié par 0,98? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on considère un escompte de 2% sur le net commercial, ça revient à garder 98% du restant. Donc le net financier, c'est 98% du net commercial ajouté aux frais d'installation évidemment. On continue avec la troisième immobilisation, c'est un véhicule de transport, un matériel de transport qui est un véhicule de livraison. C'est très important de savoir que c'est un véhicule de livraison, puisque je vous rappelle que pour les véhicules de tourisme, la TVA n'est pas déductible, donc ça va avoir un impact forcément sur les amortissements. Donc le prix d'achat est de 25 000 € hors taxe. L'entreprise compte revendre ce véhicule dans 3 ans pour une valeur estimée à 15 000 € hors taxe. Donc là, on a une valeur de cession. Mais on vous dit qu'il y a des frais de cession. Quand on considère la valeur résiduelle, il faut considérer une valeur nette de frais de cession. Ça veut dire qu'on compte vendre notre véhicule 15 000 €,
Mais vu qu'on va avoir des frais de cession de 500 €, on ne va pas récupérer 15 000. On va récupérer 15 000 moins les frais de cession. Ce qui veut dire que notre base amortissable s'élève, donc comme d'habitude, coût d'acquisition moins valeur résiduelle. Je vais le laisser en rouge pour pas que ça vous perturbe. Notre coût d'acquisition est de 25 000 et notre valeur résiduelle se calcule en faisant 15 000 moins 500. Donc on ne récupère que 14 500, ce qui nous donne une base amortissable de 10 500. On continue avec un autre matériel de transport, mais cette fois-ci c'est un véhicule de tourisme. Quelle est la particularité des véhicules de tourisme? Je viens de l'évoquer. Lorsque ils sont acquis par l'entreprise, ils doivent être enregistrés dans le bilan pour leur valeur TTC. Pourquoi pour leur valeur TTC? Eh bien parce que la TVA n'est pas déductible, elle n'est pas récupérable. De fait, la TVA doit être rattachée au compte de la classe 2 qui s'enregistre exceptionnellement pour son montant TTC. De fait, la base amortissable dans le cas présent va se calculer en faisant coût d'acquisition TTC moins la valeur résiduelle. Pour trouver le TTC par rapport à 25 000 €, vous faites 25 000 € plus 25% de 25 000, 25% plus 20% de 25 000, ou alors plus rapidement, 25 000 multiplié par 1,2. Ça vous permet d'augmenter directement votre montant de 20%, donc de calculer directement le montant TTC. Alors évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec les coefficients multiplicateurs, vous n'êtes pas obligé de justifier de la sorte, vous pouvez tout à fait écrire, comme je vous l'ai dit, 25% plus 25%. Oh là là, j'ai du mal. 25 000 plus 20% de 25 000. Désolé, ça fourche un peu. On continue, toujours sur les bases de ce qui va nous permettre de calculer, d'établir en tout cas un plan d'amortissement, c'est le taux d'amortissement. Donc l'idée ici, c'est que vous me donniez le taux d'amortissement linéaire à appliquer pour une immobilisation qui s'amortit sur 2 ans, pour une immobilisation qui s'amortit sur 10 ans et pour une troisième qui s'amortit sur 6 ans. Comment est-ce qu'on calcule un taux d'amortissement? Taux d'amortissement, en fait, ça consiste simplement à savoir quelle est la perte de valeur que va subir l'immobilisation année après année. Il faut imaginer une quiche. Je ne sais pas si vous connaissez les quiches, moi je mange des quiches à la maison. Concrètement, vous avez une immobilisation que vous souhaitez amortir sur 2 ans. Eh bien, c'est comme si vous coupiez votre quiche en deux. Et donc forcément, à la fin, quand vous prenez une quiche et que vous la répartissez en deux, eh bien chacun a 50% de la quiche. Comment est-ce qu'on trouve 50%? Tout simplement, eh bien on a pris 100% de la quiche et on a divisé par 2, ou autrement dit, on a pris la quiche 1 divisé par 2. Donc si vous préférez, vous écrivez 100% divisé par 2, ça ne me gêne pas. Et comme 100% est égal à 1, la façon de poser mon calcul est également juste. Si vous avez votre quiche et que vous la coupez en 10, chacun récupère 10% de la quiche. Du coup, votre immobilisation perdra chaque année 10% de sa valeur. Et si votre immobilisation, vous l'amortissez sur 6 ans, alors vous allez avoir un taux d'amortissement de 100% sur 6 ou de 1 sur 6. Et là, on est bien embêté parce que sur la calculatrice, ça nous donne des 6 à l'infini. Et bien, les 6 à l'infini, ça correspond à 2 tiers. Donc, ça nous donne un taux d'amortissement qui se note 16,2 tiers. On n'écrit pas 16,66 ou 16,67. On essaye de garder toute l'information dans le pourcentage. C'est pour ça que je note 16,2 tiers. On continue avec la durée d'utilisation envisagée. Donc, en fait, je vais vous demander de faire le raisonnement inverse. Si je vous dis que le taux linéaire d'une immobilisation est de 25%, ça veut dire qu'on l'a amorti sur combien d'années? Alors réfléchissez comment est-ce qu'on pourrait retrouver ce nombre d'années assez facilement. En fait, vous reprenez le calcul précédent. Vous savez que le taux linéaire, c'est égal à 100% divisé par la durée d'utilisation. Donc du coup, quand vous avez le taux linéaire, vous pouvez retrouver la durée d'utilisation en faisant quoi? Eh bien, en faisant 100% divisé par 25%. Donc 100% divisé par 25%, ça veut dire qu'on a un amortissement sur 4 ans. Si on a un taux d'amortissement qui est de 2%, c'est faible 2%, il ne perd pas beaucoup de sa valeur chaque année. Donc ça, c'est valable souvent pour les constructions, les immobilisations qui vont durer très longtemps. 100% divisé par 2%, ça nous donne un amortissement sur 50 ans. Et puis enfin, 100% divisé par 33 un tiers ou 33,33333 à l'infini, ça nous donne un taux d'amortissement qu'on a déjà vu dans une précédente application qui est de 3 ans. Ok, ça c'est bon pour les taux d'amortissement.
Ensuite, autre difficulté qui pose souvent problème, c'est la détermination des premières annuités. Les premières annuités, pour les déterminer dans un plan d'amortissement, il faut toujours faire ce qu'on appelle un prorata, car on ne va pas utiliser l'immobilisation sur l'ensemble de l'exercice comptable. Il va donc falloir déterminer le nombre de jours d'utilisation entre la date, quelle date? La date de mise en service et la date d'inventaire. J'ai bien dit la date de mise en service parce que parfois on vous donnera deux dates, la date d'acquisition et la date de mise en service. Mais c'est bien la date à partir du moment où vous commencez à consommer l'immobilisation qui doit être prise en compte. Commençons par... Alors là, ce que je vais vous demander, c'est simplement de calculer le nombre de jours. Le nombre de jours qui servira ensuite au calcul du prorata. Vous imaginez que vous avez acheté une immobilisation que vous avez mise en service le 14 avril de l'année N. Combien y a-t-il de jours entre le 14 avril et le 31 décembre de l'année N? Je vous rappelle qu'on considère que l'année compte 360 jours et que tous les mois comptent 30 jours. Pour calculer ce nombre de jours, vous commencez par aller jusqu'à la fin du mois d'avril. On s'en fiche du nombre de jours du mois d'avril, on considère qu'avril a 30 jours. Pour aller du 14 jusqu'au 30, pour faire le calcul de ce nombre de jours, vous faites 30 moins 14. Ça vous donne 16 jours. Et ensuite, vous comptez sur vos doigts. Vous comptez sur vos doigts à partir du mois de mai. Ça nous fait, on sait qu'il y a 16 jours pour le mois d'avril, et ensuite mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça me fait 8 mois de plus à 30 jours. Ce qui me donne 3 x 8, 24, 240, plus les 16 jours que j'avais en suspens pour le mois d'avril, soit 256 jours. On fait la même chose avec une immobilisation acquise et mise en service le 22 octobre. On commence toujours par déterminer le nombre de jours d'utilisation entre le 22 octobre et la fin du mois d'octobre. Ça nous fait 30 moins 22, j'ai donc 8 jours d'utilisation. Et ensuite, on calcule novembre-décembre, ça me fait 2 mois de plus à 30 jours, soit 60 jours. 60 jours plus les 8 jours que j'ai considérés tout à l'heure, ça me donne 68 jours d'utilisation. Enfin, dernière immobilisation, elle a été acquise le 13 février et mise en service le 20 février. Quelle est la date que vous prenez en compte? C'est le 20 février. 20 février car c'est la date à partir de laquelle on la met en service, on commence à la consommer. On commence par calculer le nombre de jours qu'il y a entre le 20 février et fin février. Je sais, février, ça ne va pas jusqu'à 30, mais on compte quand même 30. Entre le 20 et le 30, il y a 10 jours. On va donc compter 10 jours pour le mois de février. Et ensuite, on va compter mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il nous restera donc 10 mois. Donc 10 jours plus 10 mois de 30 jours, ça nous donne donc 310 jours d'utilisation. Voilà, vous êtes maintenant opérationnel pour déterminer votre prorata. Alors vous pouvez vous amuser à faire des petites dates de prorata comme ça entre votre jour d'anniversaire et la fin de l'année pour vous entraîner. On continue avec la mise en application justement d'un calcul de première annuité. On vous dit qu'un matériel industriel a été acquis pour 12 000 € hors taxe et mis en service le 18 septembre de l'année N. Sa durée de vie est de 10 ans, mais compte tenu de l'existence d'un marché de l'occasion pour ce type de matériel, l'entreprise compte revendre ce matériel pour 4 000 € hors taxe, net de frais de cession, au bout de 4 ans d'utilisation. On vous demande de calculer le montant de la première annuité d'amortissement. Alors, la première annuité d'amortissement, pour la connaître, il faut déjà connaître la base amortissable. La base amortissable, dans le cas présent, c'est le coût d'acquisition de l'immobilisation moins la valeur résiduelle. Donc, on va surligner les informations. Le coût d'acquisition, il est là, il est à 12 000. Et la valeur résiduelle, elle est à 4 000. Je vais donc avoir une base amortissable de 8 000 €. Deuxième élément dont j'ai besoin pour réaliser ma première annuité, pour calculer ma première annuité, c'est mon taux d'amortissement. J'ai ici une durée de vie de 10 ans, donc je pourrais penser que mon taux d'amortissement il est de 10%, mais en fait je ne vais pas garder cette immobilisation 10 ans, je ne vais la garder que 4 ans. Or, je n'amortis pas sur la durée de vie, j'amortis sur la durée d'utilisation. J'ai donc ici un taux d'amortissement qui est de 25%. 25% que j'ai obtenu en faisant 100% divisé par 4. Troisième élément dont j'ai besoin pour calculer ma première annuité, je sais que mon immobilisation a été acquise et mise en service le 18 septembre de l'année N. Je vais donc calculer le nombre de jours qu'il y a entre le 18 septembre et fin décembre, qui est ma date d'inventaire. Je compte pour septembre 30 moins 18, ça me donne 12 jours. Et ensuite, je compte octobre, novembre, décembre. Donc 12 jours plus 3 mois d'utilisation, donc plus 90 jours, ça me donne 102 jours. Je n'ai plus qu'à calculer ma première annuité en faisant
donc base amortissable fois taux linéaire fois nombre de jours d'utilisation en n divisé par 360. J'ai justifié tous ces éléments, mais je vais vous remettre la justification. Donc base amortissable 12 000 moins 4 000, taux linéaire 25%, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre mes 8 000 euros ici de base amortissable et diviser par 4, ça sera revenu exactement au même. Et ensuite, j'ai trouvé ici un prorata de 102 jours que j'ai obtenu en faisant 30 moins 18 plus 3 fois 30. J'obtiens ainsi une première annuité d'amortissement qui s'élève à 566,67 euros. On garde toujours deux chiffres après la virgule, et si on doit arrondir le deuxième, eh bien on l'arrondit selon les règles habituelles. De 0 à 5, on arrondit en dessous, et si le troisième chiffre est compris entre 6 et 9, on arrondit au-dessus. On vous demande ensuite quel est le montant de la valeur nette comptable du matériel industriel au 31 décembre de l'année N, c'est-à-dire une fois qu'on aura constaté la première annuité d'amortissement. Eh bien, la valeur nette comptable, par définition, c'est la différence entre le coût d'acquisition d'une immobilisation moins le cumul des amortissements qui ont été pratiqués jusqu'à la date où on veut évaluer cette valeur nette. Donc là, le coût d'acquisition, on l'a défini tout à l'heure, le coût d'acquisition, c'est la valeur d'origine de l'immobilisation, c'est 12 000. Attention à ne pas confondre avec la base amortissable. L'immobilisation, elle est bien rentrée pour 12 000 dans le patrimoine, donc on ne va pas considérer que c'est 8 000. Attention. Et le cumul des amortissements, en fait, il n'y a eu qu'une seule annuité d'amortissement, puisqu'il n'y a eu que la première année d'amortissement de constaté, donc 12 000 moins 566,67. Ce qui vous donne 11 433,33. Enfin, dernière question. Combien de lignes vont apparaître dans le plan d'amortissement de ce matériel? Combien d'annuités en fait vous allez constater? Donc ici vous avez un tableau d'amortissement qui est à un plan d'amortissement, c'est la même chose, qui est à établir sur 4 ans, mais c'est 4 ans d'utilisation répartis sur 5 exercices comptables puisque vous avez une acquisition en cours d'année. Donc de fait, votre tableau d'amortissement comportera 5 lignes. Ça veut dire que dans le cas d'un plan d'amortissement linéaire, il y a toujours une ligne de plus que la durée d'utilisation qui est prévue. Voilà pour ce premier exercice. Je vous invite maintenant à suivre la partie de cours qui correspond à la fin du cours sur l'amortissement. Donc, de nouveau des amortissements linéaires, non linéaires, et puis l'impact des écritures d'amortissement sur les documents de synthèse. Et comme ça, vous serez à même de pouvoir faire la suite des exercices. À très bientôt!